Donc c'est la dernière session de l'après-midi. C'est vrai que la journée est bien pleine. On a un gros contenu, mais on a des éléments encore importants et intéressants à discuter. Et donc j'ai le plaisir d'inviter Madame Lise Chilotti, qui est psychologue. Alors, je vais vous expliquer comment fonctionne le service de liaison, mais qui est donc psychologue et à qui on fait appel pour des soutiens psychologiques. Et elle va vous expliquer ce que peut apporter un psychologue, puis comment ça marche et comment est-ce qu'on peut initier l'intervention du psychologue. Du coup, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit le professeur Cotin, moi je m'appelle Lise Chilotti. Je suis psychologue au sein du service de psychiatrie de liaison à Louis Pradel depuis environ 1 an et demi. Et c'est depuis septembre où je me suis petit à petit intéressée de plus en plus au service de pneumologie et où j'ai pu prendre le poste de psychologue de la greffe pulmonaire et des pathologies pulmonaires rares. Donc ça, c'est un peu pour la petite présentation. Le verre. Ok. Tout d'abord, apprendre qu'on est porteur de fibrose pulmonaire, c'est tout simplement une entrée dans la maladie chronique. Et rien que ça, en fait, c'est déjà quelque chose qu'on peut apprendre à gérer, qui est pas forcément simple à recevoir pour tout le monde. C'est un peu l'expression que nous, on va utiliser, c'est un coup de tonnerre dans un ciel sans nuages. C'est-à-dire, on vient parce qu'on est un peu essoufflé, on tousse. Des fois, ça commence comme ça, et en fait, on apprend qu'on a malheureusement une maladie grave et qui ne se soigne pas forcément, voire pas du tout, du coup, comme on a pu le dire ce matin. D'autant plus qu'en fait, dans les maladies pulmonaires, ce qui est un petit peu particulier, c'est que la capacité à respirer, c'est quelque chose qui est censé être inné. Pour chacun d'entre nous, c'est quelque chose qu'on acquiert, on est avec. Ça fonctionne toute notre vie, et du jour au lendemain, quand on la perd ou quand elle se dégrade, en fait, quand on perd quelque chose d'aussi inné, ça peut être fondamentalement inquiétant, parce qu'on ne s'attend pas à perdre des fonctions aussi innées. Et arrive alors tout un tas de questions qui vont impacter en fait toutes les sphères de la vie. Donc la vie familiale, est-ce que je vais pouvoir, la maladie est-elle transmissible? Pourrais-je accompagner mes enfants au parc? Pourrais-je être présent pour les anniversaires de mes petits-enfants? Il y a également la sphère professionnelle. Est-ce que je vais pouvoir poursuivre mon activité? Ou selon l'âge, est-ce que je vais pouvoir profiter de ma retraite après avoir travaillé pendant plusieurs années? Ou encore, est-ce que je vais pouvoir subvenir à mes besoins? Il y a la sphère également sociale. Est-ce que je vais pouvoir continuer à aller au cinéma? Est-ce que je vais pouvoir prendre l'avion pour aller voir, pour voyager? Est-ce que je vais pouvoir sortir faire mes courses? Et la sphère plus personnelle, évidemment. Comment prendre ma douche sans être essoufflée? Comment gérer un peu tout ce que je ressens? Voilà, ça va vraiment venir impacter toute une sorte de sphère. Et c'est pour ça qu'on va parler ça a été beaucoup dit, mais d'un changement global, en fait. La pathologie, elle va vraiment venir créer une rupture dans la continuité de vie. Et on va devoir faire tout ce fameux travail d'acceptation dont on a dû beaucoup vous parler. Mais en fait, c'est bien d'en parler, mais c'est pas si simple à faire. Parce que c'est pas quelque chose auquel on a toujours envie. En fait, on n'a pas toujours envie d'accepter qu'on est porteur de cette pathologie-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, qui va notamment passer parfois par le deuil de certains projets de vie. Ou sinon, aussi, je l'ai un peu évoqué, mais de certains rôles sociaux, voire identitaires. Quand on est le pilier de sa famille, quand on a des personnes à charge, si on est le seul membre à travailler dans son entourage, voilà, c'est tout un tas de questions qu'on va pouvoir être amené à aborder. Et dans ce genre de pathologie, voilà, il peut vraiment y avoir des vécus de régression, une perte d'autonomie, un sentiment d'infantilisation, une dépendance aux soins. Et tout ça, ça va vraiment avoir un impact sur l'estime de soi et la perception qu'on peut avoir de nous-mêmes. En plus, dans le cas de la fibrose pulmonaire, le diagnostic, il est tardif en général, et il est soudain en fait. Comme je l'ai dit, on ne s'attend pas forcément à recevoir ce genre de nouvelles quand on consulte. Et ça va du coup en fait créer un climat de vigilance où on va avoir un peu parfois ce sentiment que beaucoup décrivent d'épée de Damoclès, d'incertitude en fait. Combien de temps avant une potentielle dégradation? Est-ce que je vais devoir être souvent à l'hôpital? Est-ce que les soins, ce sera régulier? Est-ce que mon espérance de vie va être grandement réduite? Voilà, c'est tout un tas de questions qui sont pas du tout anodines et qui sont vraiment, qui peuvent être réellement en fait source de souffrance, malheureusement. Donc en fait, l'intérêt d'une prise en charge psychologique, on en prend de plus en plus conscience à différents niveaux. Déjà, comme ça a pu être évoqué par certains intervenants cet après-midi et ce matin,
il y a beaucoup de dispositifs où en fait les patients vont venir les investir pour parler un petit peu de ce qu'ils ressentent, que ce soit Opal ou Ciel Bleu, voilà, qui en fait, ou Anne comme elle a pu l'évoquer, des fois des patients qui appellent parce qu'il y a une détresse et ils savent pas forcément vers qui se tourner. Donc c'est vraiment là où aussi le psychologue peut être amené à intervenir. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment arriver à différents niveaux du parcours de soins. Ça, j'y reviendrai peut-être un petit peu plus, un petit peu après. Et tous les questionnements aussi là que j'ai cités auparavant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la maladie, elle ne va pas s'arrêter à la sortie de l'hôpital. Du coup, forcément, c'est pas je suis à l'hôpital, j'ai ma fibrose et après quand je suis chez moi, ça va mieux. Malheureusement, non, ce sera quelque chose qui sera potentiellement là tout le temps. D'un point de vue un tout petit peu pratique, si jamais certains sont plus à l'aise avec les chiffres, il y a même eu des études qui ont montré qu'en fait, il y a vraiment donc des risques d'angoisse, de stress et d'anxiété, et donc de tristesse aussi, pour ne citer que ces 4-là. Donc c'est en moyenne quand même un patient sur 4 qui souffre d'anxiété et un patient sur 5 qui souffre de dépression. Donc rien que ça, en fait, ça justifie l'intervention d'un psychologue ou évidemment d'un psychiatre au besoin. On fonctionne vraiment en lien. Mais c'est la psychothérapie qui est en première intention. C'est pour ça que je suis la seule à présenter aujourd'hui. Et en fait, c'est aussi quelque chose d'important, c'est que n'importe qui dans la vie active, on a déjà suffisamment de choses en fait, à gérer dans notre quotidien. Les difficultés administratives, les galères de la vie quotidienne, tout ça, si en plus on rajoute une pathologie invalidante et rare comme la fibrose pulmonaire, forcément, ça vient parfois juste rajouter quelque chose en plus qu'on n'était pas prêt à gérer et on peut se sentir un peu submergé. Du coup, à ce niveau-là, on peut rencontrer un psychologue, ne serait-ce que pour garder la motivation. Ou trouver la motivation de s'investir dans la rééducation, dans les activités sportives, dans un changement alimentaire, dans les venues fréquentes à l'hôpital, dans certains examens aussi qui sont inquiétants, parce que tout le monde n'est pas du tout à l'aise de passer un scanner. Par exemple, c'est un des exemples pour lesquels on peut être sollicité. Ça peut être juste, si vous êtes plus à l'aise avec cette dimension-là, un soutien lors de l'hospitalisation. Ça peut être pour donc, gérer les émotions de l'annonce. Ça peut être pour, de manière générale, exprimer tout ce dont on aurait envie de parler, mais qu'on n'est pas forcément en mesure d'aborder avec son médecin ou ses proches. Ok. Après, rencontrer un psychologue, c'est quelque chose dont on ne parlait pas tant que ça avant. Ça reste un sujet qui est assez tabou. On ne sait pas forcément ce que c'est un psychologue. Et en fait, de manière générale, pour une définition très simple, c'est un professionnel de santé mentale qui va être spécialiste des mécanismes psychiques, des comportements et des émotions. Ça peut paraître un petit peu nouveau comme définition, mais c'est ça. Et l'idée, c'est de venir valider les ressentis émotionnels dans un cadre qui est neutre, sans jugement, bienveillant et confidentiel. C'est-à-dire que voilà, nous, on va pas, ça peut vraiment être un espace qui est gardé un peu secret, qui est pour soi et qu'on peut investir de la manière que l'on souhaite. Il peut y avoir des réticences à parler de certains sujets personnels. C'est pas quelque chose qu'on est habitué à faire, sauf pour ceux qui ont évidemment déjà entrepris la démarche auparavant. Mais le psychologue, c'est pas pour les fous. C'est pas une faiblesse d'aller voir un psychologue. C'est quelque chose qu'on peut faire parce qu'en fait, on a du mal à reconnaître qu'on va mal. C'est parce qu'on n'a pas forcément envie d'en parler à ses proches pour pas que ce soit pesant pour eux, ou on peut juste tout simplement essayer d'aller mieux. Et rien que ça, en fait, ça peut paraître tout simple de dire j'aimerais aller mieux. C'est pas obligé d'aller mal, on peut juste vouloir aller mieux, mais c'est déjà une première étape importante à mon sens. Et là, je l'ai évoqué rapidement, mais comme un petit point rapide sur les proches et donc les aidants en général. L'entourage social, c'est quelque chose, on l'a déjà dit, qui est extrêmement important parce que ça nous motive, ça nous aide. C'est quelque chose qui bénéficie du soutien des aidants. Par définition, c'est quelque chose qui est d'une grande aide. Et en fait, le seul petit problème avec ça, c'est que c'est pas possible de tout dire parfois à ses proches. Et les proches, parfois, peuvent être un petit peu maladroits. Ils savent pas forcément comment s'y prendre. Il y a beaucoup d'impuissance qui sont ressenties de leur côté. Et du coup, les trois risques un peu fréquents de la part des proches, en étant avec cette petite maladresse, c'est dans un premier temps donc une minimisation du ressenti. C'est le fameux ça va aller, t'inquiète pas, tu vas y arriver, qui en fait c'est pas toujours vrai, c'est pas toujours ce qu'on ressent. Ou l'infantilisation, c'est-à-dire des fois nos proches on veut tout faire à leur place, on veut leur libérer un poids le plus possible, enfin les décharger le plus possible. Mais en fait au final quand on fait tout pour soi, on peut se dire mais moi je veux continuer à faire, je veux continuer à aider, je veux continuer à être actif. Et du coup il peut y avoir un petit décalage. Après, là, je l'ai mis sur la droite, mais pour certaines personnes, il y a aussi un manque de soutien ressenti par les proches. C'est aussi quelque chose qui est possible et dont on ne sait pas toujours comment l'aborder.
où il peut y avoir la perte de certaines relations. Des gens qu'on pensait être nos amis ou des collègues qu'on pensait proches qui, en fait, en apprenant la pathologie, vont s'éloigner. Et ça peut être assez perturbant à vivre. Donc c'est pour ça qu'on peut aussi... c'est une des choses qu'on peut aborder dans la thérapie. Voilà. Une autre chose importante, pour rendre ça un petit peu plus concrètement comment ça se passe. Alors, voir un psychologue, c'est pas obligatoire. C'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. C'est pas un engagement à vie. C'est-à-dire que si vous voulez rencontrer sur 1 ou 2 séances seulement, c'est tout à fait possible. On ne vous met pas le fil à la patte. Et l'idée, c'est de rencontrer surtout la bonne personne, parce qu'il y a autant de psychologues qu'il y a de façons de faire de la psychothérapie. Et l'idée, c'est de trouver en fait la personne avec qui le courant va passer, avec qui on se sent à l'aise, ou avec qui on se sent écouté, en sécurité. Ça sera vraiment dépendant de chacun, parce que vous êtes tous différents à ce niveau-là. Et surtout, comment dire, on ne va pas commencer tout de suite comme on voit dans les films. On ne va pas parler de papa, maman, les traumatismes de l'enfance. On va y aller beaucoup plus lentement. On va commencer par se présenter, se dire bonjour, apprendre un petit peu à se connaître avant d'attendre de vous que vous mettiez toute votre vie intime sur la table. Hein. C'est pas l'idée. On va commencer soft. L'idée, c'est de commencer par identifier est-ce qu'il y a une demande particulière. Et là, je vous ai mis une petite liste sur la droite de quelques exemples parmi tout ce qui est possible. Donc la gestion émotionnelle, je l'ai évoqué. La gestion du stress, la gestion de la douleur, les problèmes de sommeil, qui sont quelque chose qui revient très très souvent, la relaxation, que ce soit pour les examens ou la vie quotidienne, les examens médicaux, j'entends, la motivation pour les soins, les deuils de certains projets de vie, le travail sur l'estime de soi que j'ai pu évoquer avant avec donc, les rôles sociaux, et aussi quelque chose qui revient souvent, c'est le vécu d'injustice et de culpabilité. Parce que là, on se demande un peu pourquoi moi, pourquoi cette maladie, c'est moi qui l'ai. Enfin, voilà, il y a tout un tas de questions qui peuvent arriver à ce niveau-là. De manière générale, en tant que patient, c'est vous qui êtes les plus informés sur votre prise en charge. C'est-à-dire que moi, il n'y a rien c'est vous qui connaissez le mieux votre vie. On ne connaît pas votre vie à votre place, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais par contre, on a des clés pour vous guider, vous accompagner, venir appuyer sur certains leviers qui potentiellement, en fait, peuvent vraiment dégager des choses grâce à un point de vue extérieur. C'est surtout ça le rôle d'un psychologue. Et l'idée, c'est vraiment de venir travailler sur les comorbidités qui ont été évoquées et sur la qualité de vie. C'est-à-dire qu'on ne va pas agir sur la maladie en elle-même, ça c'est le rôle des médecins et des équipes soignantes, mais on va pouvoir essayer d'apaiser toutes les autres difficultés qui peuvent arriver dans les autres domaines de la vie. Et un dernier point, mais qui me semble, qui résume un petit peu, pour finir, ce que j'ai pu évoquer avant, c'est que c'est pas facile de demander de l'aide. On nous apprend pas à le faire. C'est pas quelque chose auquel on est habitué. On n'ose pas forcément, soit parce qu'on ne sait pas comment faire, soit parce que voilà, c'est pas dans notre nature. Et en fait, on a parfois peur d'en faire trop, de se plaindre. On a envie d'y arriver seul aussi beaucoup. Mais en fait, c'est très difficile de trouver le juste milieu dans tout ça. Et chaque personne va être différente dans sa façon de gérer et dans ce qu'elle a besoin. C'est-à-dire certains auront vraiment besoin de choses très différentes à différents niveaux de la maladie. Et l'idée, c'est de trouver vraiment le juste milieu entre ce que l'on souhaite faire, ce que l'on peut faire, ce dont on a besoin de faire, et surtout la manière d'en parler. Et c'est pour ça que nous, voilà, on se tient à votre disposition tant lors des hospitalisations qu'en dehors pour être là, pour répondre un peu à ce besoin que certains d'entre vous pourraient avoir, que ce soit vous ou vos proches. Merci. Merci beaucoup d'avoir aussi bien parlé, je crois, en quelques minutes. Très, très belle présentation de ce que vous pouvez apporter. Peut-être revenir sur l'aspect concret, si certains souhaitent vous rencontrer. Comment est-ce qu'on l'organise ? Alors, il y a en effet plusieurs façons de faire. Ça peut être dans un premier temps lors d'une hospitalisation. C'est-à-dire la plupart des hôpitaux sont équipés de services de psychiatrie de liaison. Après, donc pour les services spécifiques, il y a parfois des postes en plus, comme c'est le cas pour moi. Mais vous pouvez demander spontanément. Ça, c'est vraiment important. Vous pouvez demander lors d'une hospitalisation. Alors 2 jours, c'est parfois plus compliqué. Pareil, il faut s'anticiper un petit peu. Mais 2 jours, 2 semaines ou un peu plus longues, demandez à l'équipe soignante ou à votre médecin de rencontrer un psychologue. Et nous, on viendra, en général, on intervient assez vite. En tout cas, à Lyon, c'est souvent sous 24 heures, 48 heures. Sinon, ça peut être... souvent, c'est les médecins qui vous le proposent. Nous, dans notre cas, c'est beaucoup les médecins qui repèrent quelque chose et qui se demandent si ce ne serait pas intéressant de pouvoir proposer ça aux patients et la personne accepte ou pas. Et souvent, d'ailleurs, c'est une porte d'entrée. C'est-à-dire que certains d'entre vous n'auraient pas forcément fait la démarche de rencontrer un psychologue
Et en général, les médecins le proposent et après tout, ils se disent pourquoi pas essayer, parce que ça ne peut pas faire de mal. Parfois, ça n'apporte pas beaucoup, mais ça ne peut pas faire de mal. De ce qu'on sait, il n'y a jamais personne qui a développé quelque chose de grave ensuite. Et sinon, ça peut être également en dehors de vos hospitalisations. Nous, dans notre service, on a aussi des temps de consultation. Donc, soit suite à une première rencontre à l'hôpital, vous êtes demandeur de poursuivre ce suivi. Et dans ce cas, on met en place une consultation. Soit carrément, si certains d'entre vous, vous ne venez pas souvent en hospitalisation et que vous souhaitez rencontrer un psychologue, vous pouvez le demander à votre médecin qui va nous envoyer une demande. Et dans ce cas-là, on va programmer carrément une consultation. On peut faire un petit peu de visio pour ceux qui sont éloignés. Mais moi, c'est un outil, pour être parfaitement honnête, avec lequel je ne travaille pas trop, parce que je trouve ça vraiment bien le contact physique. Donc, mais dans ce cas-là, je vais plutôt vous orienter vers quelque chose qui soit plus proche de chez vous. Mais s'il y a vraiment une demande spécifique rapport à la greffe ou la pathologie pulmonaire, en effet, ça peut quand même être avec moi ou mes collègues en visio. Alors, les médecins, on doit être maladroit, mais parfois on nous répond, mais ça ne va rien changer. Qu'est-ce qu'on peut expliquer ? C'est sûr que ça ne va pas forcément changer la pathologie en elle-même, évidemment, mais ça peut changer le vécu qu'il y a autour de ça. C'est-à-dire déjà, juste si on prend la pathologie comme l'image d'un sac à dos avec un peu des pierres à l'intérieur, juste pouvoir enlever certaines pierres, certaines questions, réexpliquer avec d'autres mots certaines étapes du parcours médical ou certains ressentis, déjà, se soulager d'un poids, c'est déjà une aide pour avancer. Ensuite, il y a des jours où ça va, où il n'y a pas forcément besoin. Toutes les personnes qui ont des fibroses pulmonaires ne sont pas déprimées. Mais il y a peut-être des jours où c'est plus dur et où on a envie en fait, d'en parler. Et en fait, quand le corps il commence un petit peu à fatiguer, parfois c'est la tête qui prend le relais. Donc oui, c'est important, je pense, de pouvoir bénéficier de ça. Et c'est vraiment complémentaire à la prise en charge médicale. Je ne sais pas si ça répond. Ici, très bien. Merci. Bonjour madame. Je suis suivi actuellement dans le cadre d'un essai thérapeutique, le Fibronir, oui, qui a des effets indésirables bien connus et des précautions que les médecins sont obligés de respecter. Et quand vous disiez voir un psychologue, moi je n'ai pas eu le choix. J'ai été directement obligé, parce que j'ai été obligé, entre guillemets, de voir un psychiatre pour la première fois de ma vie. Non mais, je vous le dis comme je l'ai vécu. Je ne dis pas que je le revis maintenant, parce que ça fait déjà 6 mois, grosso modo, monsieur Cotin. Mais en toute honnêteté, ça a été très dur de dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors je sais, on connaît les raisons maintenant, enfin, je sais ce qui s'est passé, mais c'est pas facile mais là, le professeur n'a pas eu le choix, compte tenu d'un certain questionnaire, entre guillemets, HAD, tout ce que vous voudrez, il a été obligé de m'arrêter mon traitement complètement et d'avoir l'avis du psychiatre et non pas d'un psychologue. Il y a une différence à mon avis, avant de reprendre le traitement, que j'ai repris maintenant, pour information. Mais c'est pas si facile que ça à vivre. Alors, à ce niveau-là, il y a plusieurs choses. Déjà, en effet, petit point, en effet, un psychiatre et un psychologue, et un psychothérapeute et un psychanalyste, il y a plein de choses différentes. Le psychiatre est un médecin qui fait du diagnostic et qui introduit un traitement et qui donne des pistes d'orientation où nous, on peut avoir des idées de ça, évidemment, à force de côtoyer des patients et des médecins, mais on n'a pas un rôle diagnostique. Donc c'est pour ça que par moment, moi, je ne vais pas pouvoir dire à un patient que vous avez une dépression. Ça, c'est le rôle d'un psychiatre. C'est pour ça que, du coup, certains moments, ils ont cette dimension d'évaluation que nous n'avons pas. Et c'est pour ça qu'a priori, vous avez été orienté à ce moment-là vers un psychiatre et pas un psychologue. Mais par contre, en effet, comme je l'ai un peu dit, c'est que c'est quelque chose, un sujet qui met un peu parfois mal à l'aise, le psychologue, le psychiatre. Et les médecins ne savent pas toujours comment l'amener parce qu'ils ont peur d'être maladroits ou parce qu'eux-mêmes ne sont pas très à l'aise avec la question. Et donc des fois, c'est vrai que nous, on le voit quand même beaucoup, on arrive des fois dans la chambre de quelqu'un, que ce soit nous ou les psychiatres, et la personne, elle n'est pas du tout au courant qu'on arrive et c'est pas toujours bien accueilli, on ne va pas se mentir. Mais mais c'est normal en fait, quand on n'a jamais vu de psychologue de notre vie, on ne sait pas à quoi ça ressemble, on ne sait pas ce que ça fait. Bon, on se dit, ok, mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Est-ce que je vais mal ? Est-ce que je suis fou ? Concrètement, non, c'est pas vraiment le cas. Par contre, c'est vrai que si vous ne voulez pas, de manière générale, on va pas vous forcer, j'insiste. Mais par contre, il est vrai que certains cas où des personnes qui sont en très grande souffrance psychique, en fait, ne se rendent pas forcément compte de leur état. Et en fait, quelqu'un qui serait complètement déprimé, si le traitement en plus peut avoir des effets sur le moral est complètement à abattre, par contre, c'est pas du tout souhaitable. Comment ?
Oui, je raconte un petit peu le contexte parce que faut préciser un tout petit peu. Donc, on a un essai thérapeutique dans lequel il y a une surveillance effectivement du statut psychologique. Et donc, à chaque visite, il y a une grille, enfin un petit questionnaire. Et donc, si jamais on remplit, enfin, on a un score qui est un petit peu élevé dans le questionnaire, oui, nous, comme c'est un essai thérapeutique, on n'a pas le choix, on interrompt le traitement pendant un certain temps et on a à ce moment-là un diagnostic pour voir s'il y a un diagnostic de dépression. Voilà. Mais on va pas trop parler de ce cas particulier. Juste une petite... Quand il s'agit d'un proche, est-ce que vous conseillez l'entretien individuel ou en couple ? Alors ça c'est un petit peu service dépendant. Ça dépend des villes, ça dépend de la capacité des psychologues. Par exemple, moi, dans mon cas, les aidants, je peux les recevoir, mais de façon assez brève, parce qu'en fait, forcément, c'est priorité aux patients, et malheureusement, on n'a pas toujours le temps d'accueillir tout le monde. Ça peut être... Alors, en général, moi, ce que je fais personnellement, je demande aux patients. C'est-à-dire que si la personne souhaite que je rencontre son proche, ou si le proche est en... Alors, si la personne souhaite que je rencontre un proche, mais que le proche ne veut pas, déjà, c'est non. Si la personne souhaite et que l'aidant est d'accord, que l'aidant prenne à faire son entretien psychologique, il n'y a pas de souci. En revanche, moi, je préfère plutôt faire de l'orientation, c'est-à-dire que je reçois la personne sur 1 ou 2 séances et je lui donne des conseils en libéral, dans une autre structure, dans des associations, qui sera adaptée à sa demande. Et si les deux sont demandeurs et que moi, ça ne me semble pas inadapté, il n'y a pas de souci pour recevoir plusieurs personnes ensemble. Après, moi, je n'ai pas la formation aussi de prise en charge de Groupal, qui est aussi un cursus à part entière, mais c'est quelque chose qui peut être envisagé à l'avenir.